Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, il s'en passe des choses, hein? Certaines heureuses, d'autres moins dans le monde médiatico-intellectuel au Québec. Comme je le dis souvent, à la suite de je ne sais trop quel grand philosophe de l'Antiquité chinoise ou japonaise, les médias s'occupent de l'immédiat alors qu'ils devraient également s'intéresser à la longue échéance et à la profondeur. Eh bien, la disparition annoncée de Bazo TV, qui est la mauvaise nouvelle, signifie une diminution de la réflexion à long terme, diminution fort heureusement compensée par la naissance d'une nouvelle, la nouvelle astre, si vous voulez, une émission hebdomadaire sur les ondes de Radio VM consacrée aux idées. Je vous présente sans plus tarder l'animateur, qui est chroniqueur ici également, Mathieu Bocoté. L'émission s'appelle La vie des idées, c'est ça? Oui, La vie des idées. Et ça passe les lundis en direct à 11h, de 11h à midi, et en reprise, je crois, à 21h et à minuit le même jour. Dis donc, vous êtes servi, c'est bien ça. Ah bah, félicitations. Merci beaucoup. On commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle? Alors, on commence par la mort de Bazo TV ou la naissance de TV? Commençons par la mauvaise parce qu'elle est vraiment mauvaise. Excusez-moi. Oui, on a appris hier ou avant-hier, je crois, qu'à cause d'un changement de catégorie décidé par Patrimoine Canada, Bazo.tv, qui était dans une certaine catégorie qui lui permettait de recevoir des crédits d'impôt et ainsi de suite, va tomber dans une autre catégorie, émission variété. Et elle ne pourra plus recevoir de crédit d'impôt, donc l'émission ne sera plus possible de la produire finalement sur les ondes de Télé-Québec. Même pas à moindre coût? À ce qu'on a compris pour l'instant, ce n'était plus possible de porter l'émission. Je connais pas le détail de son financement, mais Marie-France Bazot a annoncé que l'émission ne reviendrait pas. Et là, c'est une chose assez triste pour ne pas dire plus, c'est-à-dire dans une société comme la nôtre où les espaces voués à la réflexion publique, où il y a des lieux de rencontre entre la vie intellectuelle et la discussion publique. Ces espaces sont assez peu nombreux, finalement. Les diminuent, en plus, il y en a de moins en moins. Mais ouais, il y en a de moins en moins. Donc, premièrement, les idées ne sont pas nécessairement les bienvenues dans l'espace public. Là où elles sont les bienvenues, en plus, on va les évacuer de l'espace public. Eh bien, on peut se demander quel sort sera réservé à une discussion qui va au-delà de la polémique du jour et de la querelle de l'actualité. Dans la société québécoise, cette émission était un peu un symbole, faut bien comprendre. Et en plus, c'était pas ce qu'on dit en anglais du mudslinging chez Bazo TV. C'est-à-dire qu'on on se lançait pas de la boue. Non, c'était des réflexes. On pouvait être en désaccord, c'était un désaccord civilisé. C'est un désaccord qui n'était pas soumis à la loi de la polémique du jour, c'est-à-dire je suis absolument pour et vous êtes absolument contre. C'était une émission où on recevait des intellectuels. C'était une émission où on pouvait débattre de questions qui vont au-delà de ce que l'actualité immédiate nous commande. Il était possible de réfléchir à des questions de fond. Et un mot par rapport à l'animatrice, qui est une femme, à mon avis, assez exceptionnelle, d'une qualité remarquable, qui est une des rares à être capable, dans les médias mainstream, pour le dire ainsi, de recevoir un intellectuel et de pas se laisser intimider simplement par lui, ou un politique, soit dit en passant, ou un artiste, et d'aller plus loin que les questions attendues déjà rédigées par d'autres. Vous y parliez beaucoup, là? Ça dépend. J'y étais invité 2 fois par année environ. En d'autres temps, j'y allais plus souvent. Mais depuis des années, je vais 1 fois ou 2 par année. Chaque fois avec grand bonheur, mais je n'étais plus appelons ça, un des habitués de l'émission, ce qui, d'ailleurs, me donne encore plus de liberté, je dirais, pour la défendre. C'est moins mon morceau de pain que je défends ici que la possibilité, tout simplement. Que votre verre de vin. Ça, c'est tout le monde en parle. Mais c'est la possibilité simplement d'avoir, dans une des grandes chaînes de télévision, un lieu où il nous est possible d'élever le débat. Quand j'ai élevé le débat, faut bien se comprendre, Bazo.tv, ce n'était pas non plus un séminaire universitaire. Il y avait plaisir télévisuel. N'importe qui pouvait l'écouter et la comprendre. Ben voilà, c'était l'émission à destination de l'honnête homme. C'est ça. Ça, je crois, c'est-à-dire le public qui devrait être visé aujourd'hui, c'est l'honnête homme. Alors quand on nous dit... Et l'honnête femme, elle est où là-dedans, Mathieu? Mathieu, on est en 2016. Alors oui, c'est dans la formule de Trudeau, mais ça allait de soi. L'honnête homme, je parlais ici de l'honnête homme comme de l'honnête femme. Évidemment, l'homme est un genre qui embrasse le féminin, c'est ça? C'est toujours... l'honnête personne, ça sonne surtout un commerçant honnête. Humain. Si vous préférez. Utilisons l'honnête homme quand même. Alors, quand j'entends dire que Bazo.tv tombe dans la catégorie des variétés, alors là, je suis renversé parce qu'il m'arrive de temps en temps, pour mon plus grand malheur, d'ouvrir ma télévision. Et je vois ce que sont les émissions... Retournez là comme Boris Vian dans Je suis snob. Non, je veux quand même savoir... Je veux savoir à peu près ce qui se passe de temps en temps dans cette société. Vous venez à mon émission et vous apprenez tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est autre chose. Mais je veux savoir quelles sont les émissions qui attirent grand public et tout ça. Certaines sont intéressantes, d'autres non. Mais le propre de l'émission de divertissement, vous savez, dans les émissions de divertissement, on fuit
à toute vitesse tout ce qui peut ressembler à une querelle, à un débat. Et on vit avec encore plus de vitesse une idée. Mais je veux bien, ça c'est propre à la société québécoise. On est consensuel. Il y a des controverses qui sont des crises d'urticaire qui durent une semaine et qui se résorbent. Et justement, de là, la nécessité de créer un espace dans les médias où l'analyse peut aller plus en profondeur. Or, si vous comparez l'émission Bazo.tv aux autres émissions, dites de divertissement dont on nous parle, de variété, il n'y a aucune commune mesure. Non. Il n'y a aucune commune mesure. Je sais pas par quel esprit tordu fonctionnaire ou bureaucrate on a pu se dire que finalement c'était une émission de variété parmi d'autres. Est-ce parce qu'à la fin il y a des moments où on s'amuse? Est-ce que parce qu'à l'occasion il arrive qu'on rit un peu? J'essaie de comprendre la raison qui est à l'origine de cet assassinat. Mais Mathieu, est-ce que ça c'est lié à des considérations culturelles Québec-Canada, si vous voulez, ou ce sont des sociétés, en fait, où on aime plus l'entertainment, en fait, que la profondeur, dans les médias, en tout cas, laisse-moi finir, ou est-ce lié plutôt à tout le monde entier semble se trivialiser, les médias suivent forcément. Vous avez raison, je crois que c'est une tendance qui est présente dans les sociétés modernes occidentales, disons ça comme ça. Mais il y a quelque chose de plus ici, c'est-à-dire que, parce que les deux phénomènes vont ensemble, c'est-à-dire on s'inquiète terriblement de la disparition de Bazo.tv parce que c'est la seule émission en son genre. C'est-à-dire, si nous étions dans une société où il y en avait 4, 5, 6, bien, il est normal. On en a perdu une, on en a perdu 3, 4 autres. Une émission disparaît, une autre apparaît, et ainsi de suite. Oui. Mais il n'y a pas question de la remplacer, alors. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas question de la remplacer. Ce créneau-là risque de disparaître. Il n'y aurait pas un Mathieu Bock côté TV, peut-être? Je n'ai pas l'impression. S'il n'y a pas de Bazo.tv, je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas de Mathieu Bock côté TV. Je veux dire, non, faut rester sérieux. Alors, sachant que ce créneau risque de disparaître, eh bien, faut-il comprendre que la vie intellectuelle, le débat public ne se tiendra désormais que dans les marges, dans les conférences, dans les librairies, dans des stations marginales. Est-ce que finalement... Merci pour nous. Non, mais c'est pas ce que je ne parle pas d'ici en ce moment. Je dis, est-ce que la vie intellectuelle va être refoulée à l'extérieur du mainstream médiatique? Moi, c'est l'inquiétude que j'ai par rapport à ça. Et comme je dis, il n'y en a pas d'autres émissions. Et on comprend que si celle-là tombe, il risque de ne pas y en avoir d'autres. Une fois que c'est dit, est-ce que c'est une catastrophe à l'échelle universelle? Bien sûr que non. La température intellectuelle baisse un petit peu plus, on va s'adapter à ça. Mais il est possible qu'elle baisse un peu trop. Et on va s'habituer encore plus à une société où il suffit quelquefois de s'exprimer avec un minimum de rigueur et avec un peu de temps pour passer pour un snob élitiste absolument imbuvable dans l'espace public. Moi, je suis plutôt buvable, mais bon... Mais vous êtes un snob pas élitiste. Un snob pas élitiste. On fera une émission là-dessus, Mathieu Bocoté. La disparition de la version... Plutôt que c'est un élitiste pas snob du tout, serait la vérité. Je suis un élitiste. Bon, on fera 2 émissions là-dessus. Est-ce que... Bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a une nouvelle qui est ni bonne ni mauvaise. C'est la presse dont la version en semaine... la version papier disparaît. Et on ne garde que la version papier la fin de semaine. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous semblez nostalgique. Oui, mais je confesse là-dessus ce plaisir nostalgique et presque sensuel qui est celui de la presse papier. Vous caressez vos livres, Mathieu? Il m'arrive, mais ça dépend lesquels. Mais je vois le mauvais sort réservé à la presse parce qu'on regarde un peu ce que devient la presse plus, c'est-à-dire qui a remplacé la presse. Oui. Est-ce que je suis seul à croire que le contenu disponible a tendance à tomber un peu, que l'espace réservé en qualité au contenu, ou en quantité? Les deux, je crois. Donc c'est la presse moins. Ça, c'est un jeu de mots. Mais je dirais que la place réservée au contenu, cette idée d'ailleurs, c'est la logique de l'écran, qu'il faut passer d'un clic à l'autre. Le propre de l'écran, c'est que très rapidement, on croit que l'attention tombe et il faut passer d'un clic à l'autre, trouver un autre texte et un autre petit texte et un autre petit texte. Et c'est le sens de entertainment. Oui, alors que le génie de la lecture des journaux bien faits ou des magazines bien faits, des livres bien faits, c'est de nous plonger dans un état de concentration pour mieux comprendre. Et la psychologie de la dispersion, c'est l'espèce d'ailleurs cette logique du doigt. C'est-à-dire, le doigt est sur un écran, il doit pointer toujours un nouveau lien vers lequel se tourner. Je n'ai pas l'impression que ça favorise justement une logique de concentration dans notre rapport aux informations publiques. Vous prêchez pour votre chapelle, Mathieu. Il y a des Bock-Côté, il n'y en a pas 50 000. Oh, mais il y en a quand même plus qu'un. Je veux dire. Oui, il y en a, oui, c'est vrai, vous n'êtes pas le seul.
seul. J'entends par là que on me fait quelquefois ce compliment, mais qui est exagéré. Non, je veux pas que dans votre cas c'est un compliment, mais on me dit souvent, Mathieu Bock-Côté, votre travail est très tout à fait indispensable, il est unique, merci. Et je réponds toujours, peut-être est-il indispensable, de ce point de vue, j'en serais très heureux, mais il n'est pas unique. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir les oreilles pour constater que des intellectuels qui font un travail de qualité, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, encore faut-il leur donner la parole, encore faut-il être capable de prendre un peu de temps avec eux, encore faut-il qu'il y ait des tribunes appropriées pour que ces intellectuels puissent trouver d'une manière ou de l'autre une manière de s'exprimer. Et je me désole de la disparition progressive de ces tribunes. Et quand on pense en plus à la radio de Radio-Canada, sans vouloir être trop méchant, j'ai l'impression que les tribunes disponibles pour ces intellectuels elles ne sont plus si évidentes. Hein. C'est des tribunes, c'est le féminin de tribun. Mon Dieu, je vois pas exactement où vous allez par là. Non, mais il y a beaucoup de tribunisme, si j'ose dire. En fait, ce que je constate là-dessus, c'est c'est comme si on décidait de laisser de moins en moins d'espace à tout ce qui ne s'inscrit pas dans la logique festive ou la logique du grand rire. Oui. C'est le tribunisme comique ou de l'entertainment. Oui, c'est la logique festive, c'est-à-dire recevoir quelqu'un pour une entrevue de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, en profondeur. Ça devient presque inimaginable et on pense ici, mais là je confesse ma véritable nostalgie, c'est moins le journal papier, bien qu'elle soit là, que des émissions comme Apostrophe, que je n'ai pas connu de mon vivant. Ça. Oui, mais la France là-dessus quelquefois n'est pas toujours un contre-modèle. Il lui arrive qu'elle puisse nous inspirer. Et une émission comme Apostrophe ou Bouillon de culture ensuite, ou aujourd'hui on peut penser à Zemmour et Nolo, ou encore on peut penser à Ce soir ou jamais. Ces émissions qui mettent en scène le mélange, un mélange des genres heureux entre soit de vie politique et vie intellectuelle, vie littéraire et vie intellectuelle. Avec seulement la légèreté française dans ce qu'elle a de mieux, où on peut penser, quand on pense tout simplement à ce qu'était Apostrophe, quel était le charme d'Apostrophe, voilà un animateur qui était capable de faire se rencontrer Bernard Pivot, un homme d'exception, un homme exceptionnel. Et là, des gens, des écrivains, des philosophes, des littéraires autour de sujets nombreux, et se les appropriaient. C'est la place publique de l'intelligence pour un soir. Alors, toute cette nostalgie, Mathieu Bock-Côté, vous me tendez la perche brillamment et je la saisis bien modestement. Tout cela mène à votre nouvelle émission qui a commencé lundi dernier, La vie des idées. Donc, en fait, tout ce que vous avez dit pendant 15 minutes, vous pouvez dire l'inverse pour votre émission. Alors, je ne veux pas me flatter moi-même, donc je le ferai. Ça aux autres. Mais j'ai cette idée que j'avais depuis longtemps d'avoir une émission où je changerais de côté. C'est-à-dire, je ne serais plus celui qui répond mais qui pose des questions. C'est l'autre côté. Oh mon Dieu, non. C'est stupide. Excusez-moi, on va arrêter ce jeu de mots. Je sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui, cher ami, mais je vous ai prescrit une espèce d'interdiction des jeux de mots pour les 15 prochaines minutes. Mais attends, mon cher, soyez un peu plus modeste. On finit dans 7 minutes. Alors pour les 8 prochaines minutes. Alors non, c'est tout simplement, c'est que ça faisait un bon moment qu'il y a des gens pour qui j'ai une estime immense et qui ne sont pas suffisamment sollicités dans la vie publique. Il y a des débats qui, me semble-t-il, ne sont pas menés de manière intéressante. Il y a un déficit de profondeur souvent dans notre rapport à la vie intellectuelle, dans notre rapport à la vie des idées. Au Québec, on n'aime pas les intellectuels, pour commencer. Tout le monde ne les aime pas suffisamment. Je crois qu'ils ont... Mais est-ce qu'eux aiment le peuple? Ça c'est un problème. Ça, c'est un autre problème aussi. Souvent, les intellectuels vivent en vase clos dans l'université et passent d'un colloque à l'autre. Je suis de ceux qui croient qu'il est possible d'ouvrir l'espace public aux intellectuels pour peu qu'ils partent, pour peu qu'ils acceptent de ne pas s'adresser cette fois-là à un cher collègue, mais il s'adresse encore une fois à l'honnête homme, au public éclairé. Alors ça, je crois que c'est nécessaire depuis longtemps, et je me suis dit que plutôt que d'attendre que cette émission idéale arrive, d'en construire une, d'en proposer une, avec toutes ses imperfections probablement, mais qui va se donner cette mission de faire vivre les idées publiquement. Alors, parlons un petit peu cuisine. On parle d'1 heure d'émission, enfin un peu plus la publicité évidemment. 1 heure d'émission le lundi de 11h à midi. Est-ce qu'il y a de la musique? Pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une pause à un moment donné, mais c'est 1 heure de discussion simplement. Il faut faire souffler l'auditeur un petit peu avec une petite du brassens ou un truc un peu. Ça reste à voir pour j'oserais dire ces détails-là. On verra au fur et à mesure. Pour l'instant, mais peut-être est-ce la pureté des débuts. Il y a cette idée que ce sera une émission d'1 heure avec une pause publicitaire évidemment, où nous discutons librement des questions qui nous semble importante. Je recevais avant-hier Robert Laplante, qui est directeur de l'Action nationale, et nous avons, à la lumière de la revue qu'il dirige, l'Action nationale, nous avons revisité certains moments importants de l'histoire du Québec. Donc,
Et nous avons aussi touché à l'actualité politique, évidemment, parce qu'il dirige quand même une revue politique, et même l'actualité culturelle. Donc, c'était l'occasion. On a vu avec la série Les Pays d'en haut qui revient en ce moment. Robert Laplante qui a consacré sa thèse de doctorat à la colonisation telle qu'on l'entendait. Lundi prochain, qu'est-ce que vous avez? Lundi prochain, nous recevrons Marc Chevrier, qui est un philosophe politique absolument remarquable. Je le recevrai justement autour du thème la philosophie dans la cité. Je recevrai aussi au fur et à mesure dans la saison des gens pour parler de la question de la post-humanité et des technosciences, art et religion au Québec. Je recevrai les gens pour parler du gouvernement des juges, dont on présente ça comme ça. C'est tous les thèmes que vous caressez depuis des années. Et d'autres aussi. Il faut pas se tromper. Art et religion au Québec, bien franchement, j'aborde ça à la manière d'un étranger. Je recevrai des gens pour parler aussi une des émissions qui est prévue. Je le disais, c'est sur la post-humanité. J'en parlais tantôt. Je recevrai Céline Lafontaine, qui est une sociologue absolument remarquable de l'Université de Montréal, qui fait un travail brillant sur ces questions. Et d'une saison à l'autre, car j'espère qu'il y en aura plusieurs, ce sera d'une émission à l'autre au début et d'une saison à l'autre ensuite, ce sera l'occasion de couvrir des thèmes nombreux. Et ça, je le dis souvent, que le souci de la conversation, du débat, mais ne pas transformer le débat en polémique stérile entre le camp des vraiment pour et le camp des vraiment contre. Une question qui m'angoisse. Aurez-vous que des nationalistes au micro? Ou est-ce qu'il y aura des dangereux fédéralistes? Mais il y aura tous les gens intéressants. Donc, ils sont dans tous les camps. En général, oui. Je crois que les gens intéressants, les gens intelligents sont dans tous les camps, qu'il s'agisse de souverainistes fédéralistes, gauche, droite, féministes, pas féministes, pour l'Union européenne, contre l'Union européenne. Bon, alors, vous voyez un peu. Donc, mon souci n'est pas d'avoir des invités qui correspondent à une idéologie attendue, mais qui ont une réflexion intéressante qui va au-delà, justement, de l'enfermement idéologique. Le propre de la vie des idées, je crois, pas seulement le nom de l'émission, c'est que la vie des idées ne se laisse pas enfermer dans les petites cases attendues par l'idéologie officielle. Je ne demanderai pas aux gens qui vont arriver à l'émission de jouer le rôle du fédéraliste contre le rôle du souverainiste. Il se peut qu'il y ait des échanges très nets. Vous savez quoi? Si vous m'invitez, moi je jouerai le rôle du nationaliste et vous le rôle du fédéraliste. Ça sera une réussite fantastique. Oui, mais c'est assez singulier. Je m'inviterai moi-même à ma propre émission pour me contredire. Je ne pousse pas les paradoxes jusque-là. Non, mais du choc des idées, même des bizarreries, peut naître quelque chose. Oui, mais cela dit, vous allez voir, par exemple, je vais recevoir des gens sur le rapport à la religion au Québec, des invités, par exemple, il y aura Alex Lassalle, qui est un jeune intellectuel brillant qui collabore à la revue Le Verbe, et Mathieu Bellil, qui est un professeur de littérature au collège Brébeuf et qui a écrit un texte passionnant, La religion pragmatique des Québécois, qui revisite en une dizaine de pages notre rapport à la religion au Québec. Donc, vous voyez, les thèmes seront nombreux et il s'agira chaque fois de mener une enquête pour donner un peu plus de lumière sur des questions qui sont moins simples qu'on ne le croit. Et il s'agira aussi donc enfin ce souci pédagogique, c'est-à-dire en apprendre aux gens, mais aussi de mettre en scène des contradictions fécondes dans la vie publique. J'espère à tout le moins réussir à moitié ce mandat, j'en serais pas malheureux. Oh, à moitié, vous êtes modeste, Mathieu. Dites-moi une chose, est-ce que vos invités auront tous des doctorats? Ils vont parler un français châtié ou vous allez vous charrier un peu partout? J'espère que mes invités parleront rigoureusement le français, mais ça, c'est pas moi qui le décide à l'avance. Non, ils n'auront pas tous un doctorat. Deux, c'est mieux. Non, ce sont ce qui m'exclut du camp, je n'en ai qu'un. Il y aura que Fernand Dumont qu'on pourrait recevoir. Par exemple, il y aura, je reçois par exemple sur la question art et religion, une jeune romancière qui proposait un espèce de récit, une espèce de Da Vinci Code québécois, appelons ça comme ça, assez intéressant, assez réussi. Je la recevrai avec une artiste en art visuel, je recevrai des journalistes. Donc non, il n'y a pas d'exclusive académique, il y a simplement le souci d'avoir à ce micro des gens qui ont une réflexion intéressante sur des questions moins simples qu'on ne le croit. Merveilleux, Mathieu Bocoté. Bon courage. Je ne doute pas de votre succès, évidemment. Et je vous recevrai, cher ami. Aïe, aïe, aïe. C'est une menace ou une promesse? Les deux. Bon, là-dessus, on va se quitter parce que je commence à avoir peur. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci, Mathieu Bocoté. Au grand plaisir.